Célébration le 15 octobre dernier de la Journée internationale de la femme rurale qui vise à rendre visibles donc les actions des femmes en milieu rural. À suivre un dossier dans cette édition. Nous nous intéresserons ensuite au stationnement anarchique des camions gros porteurs aux alentours des différents marchés de la place, une situation qui provoque parfois des accidents de circulation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Célébration le 15 octobre dernier de la Journée internationale de la femme rurale. Une journée pour rendre plus visibles les actions des femmes en milieu rural. Quels sont les enjeux liés à cette célébration? Comment améliorer les conditions de vie des femmes rurales? Élément de réponse dans ce dossier signé Madame Assoumana. La femme rurale, c'est cette femme qui participe à la production agricole à travers les travaux champêtres. C'est celle-là qui se lève la première, souvent avant le premier chant du coq pour attaquer le ménage de son habitation, donner à manger aux enfants avant d'aller au champ. C'est cette femme qui, avant de rentrer des champs, va récupérer du bois pour le repas du soir et du lendemain, qui va chercher de l'eau, souvent à plusieurs kilomètres. C'est une femme respectable de par sa joie de vivre, son courage, son engagement, malgré la pauvreté et la misère. Elle joue un rôle essentiel dans le développement économique du pays. Elle fait des petits commerces, élève des petits ruminants pour subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille. Nous cultivons de l'arachide, du gombo. Nous faisons des cultures de contre-saison pour subvenir aux besoins alimentaires de nos enfants. Après les travaux champêtres, nous faisons des petits commerces. Certaines femmes vendent des feuilles de baobab et d'autres des fruits. Moi, je vends de la nourriture. Pour obtenir reconnaissance et appui pour les multiples rôles joués par les femmes rurales qui sont majoritairement des agricultrices et des petites entrepreneuses, la Journée mondiale de la femme rurale a été instituée depuis 1995 lors de la 4e conférence internationale de l'ONU sur les femmes à Pékin. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser les gouvernements et le public sur les rôles indispensables des femmes rurales encore et dans une large mesure ignorées. C'est aussi combattre les inégalités et préjugés envers ces femmes afin de rehausser leurs profits. Très actives, soucieuses de participer au développement du pays, ces femmes rurales comprennent de plus en plus l'importance de cette journée qui leur est dédiée. Une journée importante car les femmes rurales représentent plus d'un quart de la population mondiale. La femme rurale, en fait, on sait que c'est la femme qui souffre la plus dans le monde entier. D'abord, c'est des femmes les plus actives du monde. Parce que vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Au Niger, quand il y a les foires agro-silvo-pastorales, vous allez voir des légumes, vous allez voir plein de belles choses. Mais qui le fait? Ce sont ces femmes rurales-là. Maintenant, en tout cas au Niger que je connais le plus, partout où vous allez voir ces femmes-là, elles sont bien structurées. Elles sont bien structurées par le fait qu'elles sont dans des groupements. Donc déjà, ça, c'est une avancée. Dans cette lutte pour la reconnaissance du rôle essentiel joué par les femmes dans les économies rurales et la production du droit des femmes et des fillettes de vivre dans un environnement sans violence et le droit à l'éducation et à la dignité, des avancées significatives ont été enregistrées, mais seulement beaucoup reste à faire au Niger. Nous souffrons vraiment. Nous n'avons pas d'argent pour faire l'embauche. Nous, les femmes rurales, nous souffrons beaucoup. Les jeunes ne pensent même pas à nous. Jusqu'à présent, les aides ne nous parviennent pas. L'amélioration des conditions de vie des femmes rurales n'est pas uniquement une affaire de l'État. C'est un combat qui nécessite l'implication de tous et cela à tous les niveaux. Que ce soit le gouvernement,
que ce soit les ONG nationales et internationales, c'est qu'il y ait une synergie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait pour ces femmes. Mais malheureusement, comme il y a le manque de synergie là, fait qu'on voit qu'il n'y a pas assez de choses qui se font. La première des choses, c'est qu'il y ait une synergie au niveau du ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, qu'il y ait une synergie avec toutes les structures qui interviennent dans le domaine par rapport aux femmes rurales. Si la femme elle est instruite, elle est vraiment autonome et elle arrive à satisfaire les besoins de sa famille, de la communauté, donc au niveau du pays, c'est vraiment un développement. Pour éradiquer la faim et la pauvreté dans nos campagnes, il faut promouvoir l'autonomisation des femmes, notamment celles rurales. C'est pourquoi ces femmes rurales du village de Tondukware lancent un appel aux autorités, principalement à l'endroit de la ministre de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, de prendre en compte leurs préoccupations. Nous voulons vraiment de l'aide, surtout de l'aide alimentaire. Nous voulons également des intrants agricoles et des semences pour les cultures de contre-saison. Nous avons besoin d'élargir nos jardins. Nous lançons un appel à l'endroit des autorités nigériennes pour qu'elles nous viennent en aide. Nous voulons surtout de l'aide alimentaire. Nous voulons un fonds pour faire des activités génératrices de revenus, mais également de l'aide alimentaire. Eh bien, la femme rurale, c'est celle-là qui, autant que l'homme, contribue à améliorer le niveau de vie de la famille. Sa participation au développement du pays n'est possible que lorsque l'on reconnaît ses efforts. La femme rurale a joué et continue de jouer un rôle très important dans le développement socio-économique du pays. Il s'avère donc nécessaire d'aider les femmes rurales à vaincre la pauvreté, l'ignorance et l'alphabétisme. En référence à cette phrase de Ban Ki-moon, je cite, en privant les femmes de leurs droits et de possibilités, ce sont leurs enfants et leur société que nous privons d'un avenir meilleur. À méditer. Autre journée à signaler dans cette édition, c'est la journée mondiale de l'alimentation célébrée chaque 16 octobre. Une occasion pour se pencher sur les questions liées à un système alimentaire durable dans le monde. À l'heure actuelle, près de 870 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique dans le monde. Le thème retenu cette année, des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Quels sont les enjeux de ce système de cette année? Élément de réponse dans ce grand format signé Isidore Banaba. Célébré le 16 octobre de chaque année, la Journée mondiale de l'alimentation est une tribune pour les différents intervenants dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé et de la nutrition de se réunir pour débattre des questions relatives aux problèmes nutritionnels dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, environ 236 millions de personnes souffrent de la malnutrition chronique en Afrique subsaharienne, soit un tiers des habitants. Au Niger, les phénomènes touchent environ 800 000 personnes, une situation inquiétante malgré les multiples efforts consentis par l'État et les partenaires techniques et financiers. Les régions les plus touchées sont Tillabéri, l'ouest de la région de Tawa et le centre-ouest de la région de Zender. Depuis 1979, la FAO a initié la Journée mondiale de l'alimentation dans le but d'impulser une dynamique pour faire reculer d'une manière significative la faim dans le monde. Les objectifs visés à travers cette journée, c'est de rester, de s'asseoir et de faire une rétrospective de la situation alimentaire dans le monde. Essayez de voir maintenant, voici une année qui écoule, quelle est la quantité d'aliments produits à l'échelle mondiale et quelle est la situation alimentaire au niveau de chaque individu qui se trouve sur cette planète. Maintenant, une fois que cette situation-là est faite,
il faudrait voir maintenant quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour que cette alimentation-là soit équitablement répartie au niveau de toutes les personnes qui vivent sur cette planète-là. Et c'est là la problématique. Ça fait longtemps que les journées se font, ça fait longtemps que l'insécurité alimentaire s'agrandit. Donc il faudrait que les réflexions soient orientées sur les moyens par lesquels il faut que l'aliment qui est produit au niveau mondial soit divisé de manière équitable sur la planète. Célébré sous le thème des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, cette journée contribue à mieux appréhender les problématiques et solutions dans la lutte contre la faim dans le monde. Pour cette journée, les Nations Unies ont rappelé que 842 millions de personnes dans le monde sont toujours en déficit alimentaire en raison du gaspillage de nourriture. En effet, un tiers de la production alimentaire mondiale est perdu chaque année, soit 1,3 milliard de tonnes et plus de 750 milliards de dollars par an. Pourtant, avec le cas de ces quantités, explique un expert agro-industrie, on nourrit les 842 millions de personnes qui souffrent encore de la faim dans le monde. Ce gaspillage s'explique cependant par le manque de moyens logistiques et surtout par la négligence des grands pays producteurs. Les chiffres sont alarmants quand on parle toujours d'insécurité alimentaire ou bien de manque d'aliments et par contre, de manière contradictoire, on parle de gaspillage ou d'excès. Mais cela n'est pas surprenant pour nous autres spécialistes parce que nous savons que le monde est réparti en zones de production et en zones de consommation. Donc là, il y a dans des zones où leur climat leur permet de faire une grande production. Mais c'est quoi le problème? C'est prendre cette production au niveau d'une contrée pour l'acheminer à là où on a besoin de cette production. Souvent, c'est ça qui cause problème. On peut produire aux États-Unis et ne pas être en mesure de prendre cette production dans des conditions normales pour l'acheminer au niveau de la population nigérienne. Et même si on est arrivé à faire cela, quand ce n'est pas dans les habitudes alimentaires de nos populations, on ne peut pas consommer cela. Donc c'est pour cela une communauté peut produire, mais cette communauté-là ne peut pas permettre à une autre communauté de bénéficier de cette production parce qu'il y a l'accessibilité, non seulement peut-être la communauté qui devrait consommer n'a pas les moyens pour accéder à cette production qui a été produite quelque part, ou bien les moyens logistiques ne permettent pas d'acheminer donc des produits périssables en 2 ou 3 jours des États-Unis au Niger ou bien d'un autre continent au Niger. Donc tous ces facteurs-là, quand on les regarde, on comprend pourquoi il y a une surproduction quelque part, mais il y a un gaspillage parce qu'on n'arrive pas à consommer. Classé parmi les pays les plus pauvres du monde, le Niger est régulièrement frappé par les crises alimentaires du fait de la sécheresse et d'une agriculture archaïque. Pour donc pallier à ces phénomènes, les autorités ont mis en œuvre l'initiative 3N, une stratégie de développement durable visant à assurer la sécurité alimentaire qui commence à porter ses fruits. La première intervention, c'est l'État. Comme vous le savez, l'État est en train d'intervenir à travers son programme. Et nous aussi, en tant qu'ONG, il y a d'autres ONG sœurs que nous rencontrons sur le terrain et qui sont en train de faire la même chose de la situation alimentaire que nous. Il y a une amélioration qu'on constate parce qu'à chaque projet que nous finissons, nous faisons une évaluation de l'impact de ce projet-là pour voir à quel niveau on a trouvé la communauté et après notre départ, à quel niveau la communauté se... Donc d'après toutes nos évaluations, on a constaté qu'il y a quand même une petite amélioration, même si ça reste beaucoup parce que l'insécurité alimentaire, c'est une question de temps. Pour résoudre aussi, ça ne vient pas en un jour, donc il faut aussi du temps pour résoudre cela. Mais quand même, les efforts sont en train de donner leurs fruits. Depuis 1979, la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque année dans le monde. Elle permet de sensibiliser les populations, l'État, les partenaires et décideurs sur les questions de la pauvreté et la faim. En dépit des nombreuses actions entreprises, d'énormes défis restent à relever, surtout dans les pays africains qui subissent impuissamment les aléas du changement climatique. Parlons à présent politique avec ce point de presse animé par l'avocat de Abdoulabo, un point de presse relatif à l'arrêt rendu par la Cour d'appel
Un arrêt favorable à l'El Abdoulabo qui stipule que désormais aucune personne ne peut parler au nom de la Confédération démocratique et sociale CDS Rahma avant la tenue d'un congrès. Précision avec Maître Moumouni Mamana Hachibou, avocat de Abdoulabo. Cette décision nous a été signifiée. La décision qui nous a été signifiée, elle est là. Mais elle dit quoi? Cette décision, je vais vous en donner un peu le résumé, parce que je pense que ça évitera un peu toute polémique désormais. C'est le seul but de cette conférence-là. La Cour statue publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort. Elle constate le désistement d'appel de CDS Rahma, interjeté contre le jugement numéro 43 du 25 janvier 2008 devant la Cour d'appel. Le conseil de Maman Ousmane dit que ce conseil dit que nous allons désister, c'est-à-dire nous allons abandonner, nous allons renoncer. Nous ne voulons plus de l'appel que nous avons fait contre le jugement du 25 janvier. Vous savez pourquoi? Parce que cet appel posait déjà un problème. Cet appel a été interjeté par la personne du secrétaire de l'ordre. Déjà, la Cour d'État a dit que cet appel-là ne pouvait pas être recevable. Parce qu'il n'a pas la qualité pour engager le parti. Ils ont abandonné leur appel. La Cour donc a dit, nous sommes de notre opposition, a dit, je constate. Je leur donne acte. Donc la Cour, maintenant, dorénavant, n'était plus saisie que par un seul appel. C'était l'appel contre le jugement du 27 juillet 2011. Du 27 juillet 2011. Il a rendu l'appel, il a fait l'appel le 29 juillet contre le jugement du 27 juillet 2011. Le jugement qui a été rendu contradictoirement, je vous disais, contre CDS Rahma. C'est l'appel du jugement qui, la première fois, au fond, a annulé les mesures de suspension. À l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen de suspendre l'exécution de la décision qui a été rendue par la Cour d'État. Et qu'à l'heure actuelle, l'arrêt de la Cour d'appel de Niamey, qui avait donné raison à l'époque à Ousmane, a été annulé. Et il n'existe plus. La seule décision qui lie au lieu de la tenue du parti CDS Rahma, c'est le jugement numéro 47, qui dit quoi? Que le congrès n'existe pas, qu'il n'a jamais eu lieu. Tous les actes qui sont, non seulement le congrès, mais tous les actes subséquents, là qui sont nés après le congrès, sont également nuls et nuls. Alors, c'est cela qu'il faut comprendre par rapport à ça. Et je pense qu'il faut peut-être mettre fin un peu aux différentes supputations tendancieuses, aux généralisations intéressées, qui ne sont pas de nature, à mon avis, n'est-ce pas, à créer les conditions de réunification, n'est-ce pas, de ce grand parti que nous avons tous. Je crois qu'ici, de l'honnêteté vraiment primaire, élémentaire, et de venir dire à des gens qui ne sont pas des personnes de droit ce qui a été décidé en toute honnêteté. Voilà ce qui est, voilà ce qui a été décidé. Et malheureusement pour Maman Ousmane, il a encore perdu devant la Cour pour que celui qui a interjeté appel, et son appel a été déclaré sans objet. Parce qu'on a estimé qu'à ce niveau de la chose, tout a été dit. Les circonstances sont dépassées. Le véritable problème, le véritable débat, c'est par rapport au congrès. Il a été annulé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mettre en place, à mon avis, et ça c'est mon avis personnel, un directoire consensuel qui va organiser. Voilà, c'était donc Maître Moumouni Maman Hachirou, avocat de Abdoulabo de la Convention démocratique et sociale, la CDS Rahma, et non Confédération démocratique et sociale, comme je l'ai annoncé tantôt. Lancement ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey d'un atelier sur la mission d'évaluation de certification de l'éradication du ver de Guinée au Niger. Dans cette optique, une mission composée d'experts internationaux vont sillonner les régions du Niger en vue de valider les conclusions du rapport du programme national d'éradication du ver de Guinée. Précision avec Aoussi Abdraman Idrissa Maman. Cet atelier de la mission d'évaluation externe du programme national de l'éradication du ver de Guinée a pour but essentiel de confirmer les résultats du rapport du programme national d'éradication du ver de Guinée. De 33 000 cas en 1991 à 0 cas en 2009, la dracunculose ou ver de Guinée a été éradiquée au Niger grâce à l'engagement de l'État nigérien et de ses partenaires techniques et financiers dont l'OMS,
l'UNICEF, le Centre Carter et bien d'autres. Prononçant le discours d'ouverture de ces travaux, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a affirmé que par la certification de l'éradication du ver de Guinée, le Niger s'inscrit désormais dans une phase glorieuse de l'histoire médicale, une phase qui se veut conforme aux orientations du PDS 2012-2015. Par cet acte, c'est-à-dire la certification de l'éradication du ver de Guinée, nous inscrivons notre pays, le Niger, dans une phase glorieuse de l'histoire médicale, ce qui du reste est conforme aux orientations du plan de développement économique et social PDES 2012-2015. J'ai l'intime conviction, au regard de l'existence du programme politique La Renaissance qui vise à réaliser 14 000 points d'eau modernes d'ici fin 2015 et des dispositifs de surveillance et de communication sanitaire qui sont déjà mis en place, le Niger relèvera ce défi. Les 12 experts internationaux qui sont composés en 6 équipes sillonneront les 8 régions du Niger en vue de confirmer les conclusions de ce rapport. Pour ce faire, d'importants efforts sont en train d'être fournis pour améliorer la qualité de l'eau, surtout dans les zones rurales. Le processus de l'éradication du ver de Guinée, c'est une activité qui a démarré au Niger depuis 1991 avec une enquête sur l'ensemble du pays. Cette enquête nous a permis de recenser 33 000 cas dans 1700 villages répartis dans 5 régions du Niger, à savoir Zander, Tillabéri, Maradi, Tawa et Dosso. Et après la mise en œuvre, en tout cas des différentes activités, nous avons pu mettre fin à la transmission en 2008. Donc, pour vous dire que le dernier cas autochtone du ver de Guinée date d'octobre 2008 au Niger. Certes, on a eu des cas importés en 2009, en 2010 et en 2012. Mais c'est des cas qui sont venus d'ailleurs, dans d'autres pays. Donc, ça n'empêche pas au Niger de demander à être certifié. Puisque déjà en 2010, il y a eu une évaluation donc, de consultants indépendants qui ont été commandités par l'OMS, donc qui ont effectivement dit que le Niger a interrompu la transmission. Donc il n'y a plus de transmission locale au Niger du ver de Guinée. Il est à noter que cette mission d'experts indépendants intervient plus de 4 ans après qu'aucun cas ne soit détecté et d'importants efforts de sensibilisation des populations rurales sur les mesures préventives sont en train d'être menés par les agents du ministère de la Santé. Arrivé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, plus précisément à 1h45, les pèlerins de l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Al-Izza, des pèlerins qui se disent satisfaits du traitement de l'agence tout au long de leur pèlerinage sur les lieux saints de l'islam. Al-Mokhtar Kainé, Ibrahim. Après les pèlerins VIP arrivés vendredi après-midi, c'est au tour des pèlerins ordinaires de l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Al-Izza de regagner le bercail après un Hajj mabrour et un encadrement exemplaire, comme en témoignent ces pèlerins. Alhamdulillah, le Hajj s'est bien déroulé. On souhaite seulement Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre Hajj et pardonne tous nos péchés. Au niveau de notre compagnie Al-Izza, on avait un programme bien déterminé depuis ici, Niamey. Et parce qu'il y avait le plan, donc on n'a fait que suivre le programme, ça s'était vraiment bien passé, Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que du point de vue encadrement, du point de vue départ, j'ai dit que les heures ou bien les rendez-vous ont été respectés par la compagnie et aussi au niveau de l'encadrement, au niveau des rites du Hajj même, je peux dire que cette année nous n'avons pas rencontré de problème. Vraiment, tout s'est bien passé. Les pèlerins ont fait leur rite, alhamdoulilah, dans des conditions bonnes. Donc, et ensuite aussi, par rapport on ne peut que remercier aussi la compagnie, l'agence Al-Izza, qui a eu vraiment, qui a vraiment fourni l'effort ou bien qui a consenti des efforts énormes pour faire partir ces pèlerins dans le délai vraiment prescrit ou bien dans le délai indiqué. Et ça, c'est grâce aussi à la compagnie Nas Air et aussi au président de, comment il s'appelle, Abdelaziz Larabo, qui a aussi vraiment, qui a salué, qui a félicité
du fait qu'il a su faire en sorte que les rendez-vous soient respectés. Et vraiment, nous, c'est pour une première fois, en tout cas, les années antérieures, on a toujours eu des problèmes par rapport au respect des rendez-vous. Et je crois que eux là, ils doivent même avoir un témoignage de satisfaction. Je parle de Abdelaziz Larabo et de la compagnie même qui nous a transporté. Je parle de l'agence à ESA. Mais on ne peut que aussi, vous savez, dans le travail, il y a des erreurs, il y a des manquements. Les pèlerins, on a fait de notre mieux pour les encadrer. S'il y a des manquements, qu'ils nous pardonnent et que Dieu aussi nous pardonne. Et que c'est comme ça le travail, il ne peut pas avoir de manquements. À l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Al-Idza, c'est un encadrement de qualité pour un Hajj réussi. Voilà, comme vous le constatez, les pèlerins, en tout cas, continuent de regagner le Bercail. C'est le cas donc de l'agence pour la Umrah et le Hajj, Al-Barka, qui sont également donc de retour. Ce sont les premiers pèlerins donc à revenir de la Mecque. Ils ont effectué les rites dans de très bonnes conditions. Précision avec Cheikh Hussein Hassan, il est directeur général adjoint de l'agence Al-Barka. Premier volo kan irdu ko yande ye kan kul agogo bore di mamaci bore wo ngai bon hala wala parazar na kada wal tirazo sor wala ifo irgi hinkane manto di yankunnu manta hanno kan gihimam bore mamacin di zama bore kan yango ga azan sai gana iga bai azan sa albarka ba ce fama ne banda bayan ga iro dezem no irgo yari nga bor kene jiri marjago deuxième date premier ama himam bore mama candi ko enen masirro charan se kimcimo matkan no hayate da haran in bore no no ngay burkintara totalement in bore no bor kulengo confiance dinga wan amana dinga wan bottara ama goyendi goyora zamir ga bay goyo wo za azan saydo ko yanga pelere ngay ko azan saydo amana de confiance no yadi no azan se koye mo ngandi hi koye game amana da confiance no bora gini kalita din haya bai da matkan ni wani ni wane goyoda ngono bore ga koyda abiyo koyedo to haram bore kanya idan goyo jine wadi no inan bore ma goyendi ni bor kunnan dinga burcin tara dama ido na kaci ya sai ra'ayi ne bore wato kulkan cine ina bore tan bari goye ini tan imu zuru ngono iman koy jine ko kosare dan bari fose bor fomo man ye banda kace bandidi to no din no iga bai bari goye ra ofo no guzo to wadi matkante no haran ina bari nan no imu zuru kan borkul man koy kosare igine kete mir yadin borkul man nace bandidi wose no zurara idi mayanno go wani zuro e meno ga yana matkan hayate danwa dottija kanci hukum ser wallahi ga hinkane hadde adu boraina gaka sinai za zan su koye do hare de pele rangay do hare di jini boray do hare dina no goyjine ina no gabi matkaga himanda wallahi aga hin ko go dirande aga hanse matkaga himanda heni kan boray gudu zan bayanga heni ngono kangate za an kadarma do hare za abiye do hare zama biye do hare daga ci problem kul to hara aninga kokar kutte nan kulkan problem gono anu guna ana gana adiya to wallahi ce mu kirge ce ga hujjaje kan yangon ne niya 2014 erga hinkane sai imutun za son zam son hajjo a barmai manci wato din mono kan borege mil kalme haurani ga hajjaje hantum wal me hawo banda songo ay me kinora lokaco kan rayirgo lokaco no aga hima ima hantum ngano gana so la ga dogon se tubur kan gaba ngam hantum iro do azan sa albarka liste go ferante ay me kino bondai boray hantum imoru ani nga borkul kan gaba nango boramu ko kaddo wasi amka zamiro nan kirga fayan kan da borjare iro dirto ir kota me kuliga kai yani nga boramu ko kari kaga hantum zaman ban wat kan bora kaga ne irkoise yani nga din kaza songo ni gonda garanti ni gudu ni nango ni min tire sola ni min nore bana ni di yari nga ni sin problem fokul. Le ministère de la Justice a procédé hier après-midi à une cérémonie d'incinération d'un important stock de drogue estimé à plus de 400 millions de francs CFA, un stock qui a été saisi par les forces de défense et de sécurité. D'autres précisions avec Idima Mansiraji et Jamil Omar.
Par ce geste, les autorités compétentes viennent de procéder à l'incinération d'un important stock de drogue saisi par les forces de défense et de sécurité. Des drogues qui vont de la cocaïne au tramadol et au diazépam. L'ensemble des drogues est estimé à une valeur de plus de 400 millions de francs CFA. Vous avez suivi l'actualité depuis quelques jours. Un certain nombre de kilogrammes de cocaïne avaient été saisis par les forces de police au niveau de l'aéroport de Niamey. Alors donc, dans le cadre de la nouvelle politique donc, des plus hautes autorités de notre pays, donc, il a été décidé dorénavant que ces genres de drogue donc, soient détruits immédiatement donc, après que l'autorité judiciaire ait ordonné donc, sa destruction. Cela démontre la plus haute volonté de nos autorités de lutter contre donc, la drogue. Et cette drogue, vous l'avez suivi comme moi, c'est plus de 300 millions donc, de nos francs CFA que représente la valeur de cette cocaïne donc, qui avait été donc, saisie par les forces de l'ordre. Et en plus de cette drogue, de ces 5 kg, donc 325, on avait procédé également à la destruction de d'autres quantités, dont notamment 22 800 grammes de cannabis, 120 000 comprimés de tramadol et 32 comprimés de diazépam. Les acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de la lutte contre la drogue, présents pour la circonstance, se disent réjouis de la destruction de ces drogues. Il y a l'ordonnance 99-42 qui, à son article 142, autorise la destruction de toute substance dont le jugement a été rendu. Donc c'est pourquoi nous réjouissons. Sinon, il ne faut pas attendre la journée du 26 juin pour procéder à la destruction de ces catégories de drogue. Parce que souvent, vous n'êtes pas sans savoir que souvent, ça prend une destination inconnue. Donc c'est pourquoi de la saisie de l'aéroport jusqu'à sa destruction, nous avons l'œil sur cette drogue. Vous avez constaté, c'est nous-mêmes qui avons procédé à l'ouverture du seau dans lequel cette drogue est contenue. Donc vraiment, nous félicitons cette fois-ci, en tout cas, les autorités du ministère de la Justice pour prendre cette initiative. Ces drogues, on le sait bien, constituent un véritable obstacle à l'épanouissement de la jeunesse nigérienne. Au-delà des efforts fournis par les autorités pour saisir et brûler les drogues, des dispositions allant dans le sens de l'interdiction de l'importation d'un certain nombre de substances de ce genre doivent être prises. Nous en venons à présent au volet reportage de cette édition consacrée au stationnement anarchique des camions gros porteurs aux alentours des différents marchés de la place. Une situation qui provoque souvent des accidents de circulation au grand désarroi des usagers de la route. C'est un reportage signé Oumar Hama. Sur toutes les grandes artères de la capitale, les camions en attente de chargement ou de déchargement occupent les chaussées, laissant souvent un passage étroit aux automobilistes et aux autres usagers de la route. Pendant les heures de pointe, la circulation devient plus éprouvante pour les usagers qui sont condamnés à rouler dans un embouteillage infernal. Avec cette situation, les risques des accidents sont élevés. Selon certains usagers de la route, cette situation s'explique par le fait que les autorités compétentes ont fermé les yeux sur plusieurs problèmes. C'est la faute aux commerçants. Il faudrait bien sensibiliser les commerçants pour que désormais, qu'ils sachent où décharger leurs bagages. Ça gêne beaucoup à la population. Niamey devient de plus en plus grand et la population aussi augmente. La faute appartient à nous tous. D'abord, le gouvernement et nous aussi. Parce que, pourquoi je t'ai dit le gouvernement d'abord? Parce que si le gouvernement a mis des barrières à ces gens-là, vraiment je pense qu'il ne peut pas nous déranger. Si on les parle à un tel, il ne faut pas garer ici. Il ne faut pas garer ici. C'est un lieu privé, ils disent que non, ils s'en fichent. On a même fait des recours à la mairie. Combien de fois? Venez voir ces gens-là, ils nous dérangent. Bon, ils nous disent que bon, on vient, on ne voit pas. Les accidents de circulation causés par le stationnement anarchique des camions se multiplient et les embouteillages
sont devenus le quotidien des travailleurs nigériens. Comme solution pour résoudre ce problème, certains riverains proposent de revoir les aires de déchargement des camions. Les gros porteurs, là, vraiment, ça nous gêne trop. Parce que chaque fois, on bagarre avec eux, dire de ne pas garer sur la route. C'est la faute de la mairie. Hein? La faute de la mairie, que chaque fois, ils viennent pour les alentours, là, les polices. Là. Chaque fois, ils font sur la route, aller et revient là. Même les commerçants sont impliqués, puisque déjà les commerçants, eux-mêmes, ils ont repoussé leurs bagages sur la route. L'appel que j'ai lancé au niveau des autorités municipales, ouais, c'est seulement de la surveillance, quoi. Toujours il fait la surveillance pour voir les gros porteurs qui sont mal garés. En attendant que des mesures soient prises pour pallier à ces problèmes, profitons du premier échangeur qui, il faut le reconnaître, a facilité la circulation dans la ville de Niamey tout en participant à son embellissement. Dernier aspect de cette édition avec la radio rurale de Keita qui fait la fierté de la population de la dite localité. C'est dans la région de Tawa seulement. Cette radio communautaire est confrontée à plusieurs difficultés, notamment la vétusté du matériel. Notre reporter ou nos reporters Damana Ablaye et Boubacar Souley à mission dans la localité nous ont rapporté ceci. Émettant sur 96 MHz couvrant l'ensemble du département de Keita et une partie des départements de Bouza et d'Abalak, la radio rurale de Keita a lancé son signal le 25 mai 1999, créé par un projet italien pour sensibiliser les populations sur l'entretien et le mode de fonctionnement de ces réalisations faites dans sa zone d'intervention. La radio rurale Keita émet exclusivement dans les deux langues du terroir, à savoir le Hausa et le Tamashek, avec un programme riche et varié basé sur la sensibilisation des populations pour une prise de conscience dans les secteurs sociaux de base comme l'agriculture, l'élevage et la santé. La radio rurale de Keita est apolitique, à but non lucratif et à caractère non confessionnel. Le projet, dans un premier temps, il a pensé que au moins ils étaient venus et Keita est enclavé. On ne reçoit ni le signal de la radio nationale, ni celui de la radio régionale. Et que le projet a vu qu'il a énormément investi. Le but même de la création de la radio, c'est pour toucher les zones bénéficiaires du projet intégré Keita. Cette radio, pas comme les autres, dispose des antennes de relais. On a les antennes relais dans la commune rurale de Garhanga, qui émet sur 98 MHz, et commune rurale de Ibohaman, on a des antennes relais à Gadamata 102 et à Loudou 103. Malheureusement, celle de Loudou était effondrée avec les pluies qui tombent et le vent a fracassé les pylônes. Non, on n'émet plus dans cette zone-là. Au-delà de l'accomplissement du service public, la radio rurale Keita accompagne les autorités administratives de cette entité dans leurs tâches de tous les jours. Dans nos multiples activités, cette radio donc, nous appuie. Donc, pourquoi je dis cela? Parce que à chaque réunion, la radio communautaire de Keita est avec nous, elle participe, elle suit donc la réunion, et à la fin, la radio dégage quelques responsables pour s'entretenir avec eux. Notamment, vous avez donc des réunions de santé, les réunions du comité sous-régional de gestion des crises alimentaires. Nous avons donc le comité sous-régional de gestion des crises alimentaires qui est piloté par le préfet de Keita, donc par la préfecture. Ici à Keita, qui s'articule autour des points suivants. Vous avez la récupération des terres, vous avez les fixations des dunes, vous avez le sécurisage des mares, les ventes donc des céréales à prix modéré et la distribution donc gratuite donc des vivres. La radio est là donc et elle nous appuie. Tous ces atouts donnent à la radio rurale Keita un avenir certain. De ce fait, elle constitue un partenaire dont la collaboration permettra la synergie de développement avec tous les acteurs du monde rural. Gaskiya ni ina sauraron radio sosai da sosai, kuma wannan radio na garin Keita gaskiya
En vérité, moi j'écoute la radio Keita. Le programme est alléchant. Cette radio nous sensibilise sur les dangers d'un certain nombre de maladies, telles que le trachome, le paludisme ou toute autre maladie qui affecte le monde rural. Cette radio nous sensibilise aussi sur l'agriculture et l'élevage. Nous nous retrouvons à travers les émissions de cette radio. Après plus d'une décennie au service du développement rural, la radio Keita est actuellement confrontée à un problème de vétusté de son matériel, d'où ce cri de cœur. Nous lançons donc un cri d'alarme, donc un appel donc au ministère de la Communication pour que vraiment, pour qu'ils viennent donc en appui avec de nouveaux matériels dernier cri. S'il y a lieu de nous doter, vraiment, on a besoin d'un amplificateur et un émetteur aussi d'une très grande puissance. Aujourd'hui, un émetteur qui a fait 10 ans, on est dans sa 11e année, vous savez que c'est un vieux matériel. On veut que vraiment qu'on reçoit des matériels très performants, numériques. Cet état de fait doit interpeller les autorités en charge de la communication, au premier rang duquel le ministère de la Communication, la direction en charge des radios communautaires, pour venir en aide à cette radio qui reste et demeure de loin le canal le plus approprié pour un développement rationnel du département de Keita, car la radio rurale Keita est une radio de proximité spécialisée dans la diffusion des informations relatives au monde rural. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur ce reportage de la radio rurale Keita que s'achève cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.